Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 36e épisode de ce podcast où je vais vous parler de l'univers, du cosmos, de la lune, de Rosetta, d'étoiles, de tout ça. Et commençons par l'événement de ce début 2014 avec bien sûr le réveil de Rosetta, dont je vous avais parlé à l'épisode précédent. Elle avait été programmée pour se réveiller le 20 janvier dernier à 11h, après une sieste de 957 jours. Et le temps que le réveil sonne, qu'elle se remette en route, qu'elle se réchauffe, parce qu'à 700 millions de kilomètres du soleil, il fait froid, et qu'elle envoie un signal vers la Terre pour dire qu'elle allait bien, signal qui a mis 45 minutes à arriver. On a eu le temps d'avoir les miquettes, que tout ne se passe pas comme prévu, mais si, à 19h20, on a reçu le signal. Elle va donc très bien et continue son périple dans le froid de l'espace interplanétaire où elle doit rencontrer la comète Churyumov-Gerasimenko en août prochain et déposer son atterrisseur Philae à sa surface le 11 novembre. Je rappelle que tout ceci n'a jamais été fait, ni accompagner une comète pendant des mois, ce qu'elle fera jusqu'en décembre 2015, ni poser un engin sur une comète. Ça va être du sport parce que c'est incroyablement complexe. Mais j'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler, et en attendant, il existe un site où on peut savoir où se trouve Rosetta, sa position exacte et sa distance par rapport au Soleil et à la Terre par exemple, et on peut même retracer ses 10 années de voyage et mieux comprendre comment elle s'est servie de l'influence gravitationnelle des planètes pour accélérer et pour atteindre sa cible. D'ailleurs, puisque j'y suis, tiens, big up aux gens qui ont calculé la trajectoire dans ce flipper cosmique plus de 10 ans à l'avance. Ça force le respect. Et même si c'est un ordinateur qui fait la simulation, il y a tellement de paramètres à rentrer et d'équations qu'il a fallu trouver pour programmer l'engin que... Voilà, l'humain est un génie, parfois. Voilà. Elle n'est pas encore arrivée, donc Rosetta, mais elle tient le bon bout, elle va enfin commencer à pouvoir tirer des plans sur la comète. Ouais, je sais, je sors, je suis très très loin, voilà. Bon, en tout cas, elle multiplie ses freinages en ce moment pour ralentir sa vitesse par rapport à la comète et tout se passe très bien pour le moment. C'est merveilleux, voilà. Et justement, tiens, voilà, c'est elle. C'est Rosetta qui a fait un selfie de ses panneaux solaires quand elle a survolé Mars. Chouette photo, hein. Voilà, non, c'était juste pour la transition. Eh bien, figurez-vous que quelques années après ce cliché, sur la planète Mars, ce petit caillou blanc est apparu le 8 janvier 2014 au pied des roues d'Opportunity. Ouais, comme ça, du jour au lendemain, pouf, il était là, comme le montre cette photo, tiens, avant, après. Alors les scientifiques, ils étaient bien emmerdés. Ils cherchaient une explication. Elle a finalement été trouvée, ce sont les manœuvres de déplacement du rover qui ont retourné un caillou et qui l'ont envoyé bouler un peu plus loin. Mais c'est une véritable aubaine pour eux puisqu'ils présentent une face qui n'avait pas regardé le ciel depuis des milliards d'années. Et puisqu'on parle d'Opportunity, passons à la date avec le 25 janvier où l'endurant petit rover a fêté ses 10 années terrestres sur Mars. Pour l'occasion, il nous a envoyé un selfie, on le distingue à peine sur le sol martien, tellement ses panneaux solaires sont recouverts de poussière martienne, le pauvre. Alors je rappelle qu'il était censé fonctionner que 3 mois, et qu'il vient donc de fêter allègrement ses 10 ans, et qu'il fait toujours des découvertes. 10 ans, avec des panneaux solaires complètement recouverts qui le privent d'un peu d'énergie. Eh ben heureusement. Enfin, heureusement surtout que le vent martien le nettoie régulièrement. Mais toute cette poussière n'empêche pas le satellite iRISE de le suivre depuis l'espace. C'est trop rigolo. Opportunity est donc carrément plus solide que Curiosity, qui a des petits problèmes de roues, mais elle a passé la dune de sable Dingo Gap avec succès pour les reposer un peu des vilains cailloux coupants. C'était vraiment un pari pour les ingénieurs qui gardent toujours en tête que si Spirit, le jumeau d'Opportunity, ne fonctionne plus, c'est justement parce qu'il s'est ensablé dans une zone de même type. Mais Curiosity a tâté le terrain d'une roue, elle s'est élancée et elle l'a fait. Et elle réussit également désormais à se déplacer en marche arrière justement pour reposer ses roues. D'ailleurs, iRISE lui a demandé si elle avait bien pensé à mettre en route le bip bip pour prévenir qu'elle reculait, ce qui a provoqué chez moi un joli fou rire. Voilà, déjà l'imaginer tester d'une roue, la dune de sable, comme on teste du bout du doigt de pied la température de l'eau, ça m'a fait marrer, mais là, voilà. Tout ça est très drôle, c'est cool. On vit vraiment une chouette époque, avec ces comptes Twitter qui interagissent entre eux avec humour. Enfin voilà, moi ça me fait marrer. Bon, mais je parle de tous ces robots comme s'ils étaient vivants, là, à leur prêter des émotions, des qualités ou une conscience, alors que ce ne sont que des objets de haute technologie, mais des objets quand même, peut-être parce que ce serait pas mal qu'on renvoie des êtres humains au-delà de l'orbite de l'ISS. Voilà, moi je dis ça, je dis rien.
Mais en attendant, il y a quand même des nouvelles sacrément bonnes du côté de la vie dans l'univers. Parce qu'avec tous les progrès scientifiques, les instruments de mesure de plus en plus incroyables et les dizaines d'années de recherche, on ne sait toujours pas si nous sommes seuls. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup d'astronautes et de scientifiques qui pensent que notre présence soit une exception, mais on n'a toujours aucune preuve. Cela dit, on avance et tout ça est très excitant. Il y a eu notamment cet article qui a fait l'effet d'un Big Bang dans ma vision de l'univers personnel, et je ne comprends pas que ce soit passé complètement inaperçu, au moins en France. Alors cet article nous apprend que l'eau serait un élément qui se trouve absolument partout dans l'univers. Et puisqu'on se base sur cet élément, entre autres, pour expliquer les formes de vie telles qu'on les connaît, c'est quand même une nouvelle absolument fabuleuse. Alors je vous explique. Vous avez l'univers. Bon. Il est composé d'énergie noire à 68,3% et de matière noire à 26,8%. Sauf qu'on ne sait absolument pas ce que c'est et que ça représente quand même plus de 95% de l'univers. Mais c'est pas ce qui nous importe ici. Les 4,9% restants sont composés de matière baryonique, qui est un mot savant pour désigner toute la matière composée de protons et de neutrons qui composent les atomes et les molécules. En gros, toute la matière connue. Donc vous, moi, cet ordinateur, les plantes, les cailloux, les nébuleuses et les galaxies. Et il se trouve que ces 4,9% de la matière connue de l'univers se composent à 75% d'hydrogène et à 24% d'hélium, le petit pourcent restant étant composé d'éléments plus lourds, tous ceux qui nous composent, soit dit en passant, qui ne peuvent être fabriqués qu'au sein des étoiles, puisqu'il n'y a que là qu'il y a l'énergie et la chaleur nécessaires pour fabriquer ces éléments. Tout le monde suit bien jusque-là ? Bon. Donc, les étoiles. Pour résumer leur fonctionnement, les étoiles naissent d'un nuage de gaz d'hydrogène qui s'effondre sur lui-même en se contractant, et donc en chauffant de plus en plus fort à mesure qu'il se contracte, et qui finit, à force de chauffer, par allumer une sorte de cœur d'étoile où la chaleur est telle que les atomes d'hydrogène fusionnent pour devenir des atomes d'hélium. Cette usine de fusion nucléaire fonctionne tranquillou, comme ça, pendant un bout de temps, quelques milliards d'années pour notre Soleil, mais ça dépend de la taille de base de l'étoile. Et puis, quand la réserve d'hydrogène arrive à terme, ce sont les atomes d'hélium qu'elle commence à fusionner pour créer d'autres éléments plus lourds. Et là, du coup, elle se transforme en géante rouge, puis en naine blanche, et entre les deux, toute la matière qu'elle aura fabriquée sera progressivement éjectée dans l'espace. Et plus une étoile est grosse ou massive, plus elle a d'énergie pour créer des éléments de plus en plus lourds. Et en général, les étoiles qui vont jusqu'à synthétiser des trucs hyper balèzes comme du fer, elles explosent en supernova. Et l'explosion envoie aussi dans l'espace tous les éléments synthétisés, donc le fer, l'oxygène, le carbone, enfin n'importe quel élément du tableau périodique. Voilà pourquoi on dit souvent qu'on est des poussières d'étoiles, c'est parce que tous les éléments qui nous composent ont été fabriqués par elles. Et donc, quand une étoile explose, bim, ça envoie des poussières d'étoiles partout. Et ce que cet article décrit, c'est que ces poussières sont principalement composées de silicates qui contiennent de l'oxygène. Et elles sont bombardées par le vent solaire d'autres étoiles qui sont nées entre-temps et qui contient des ions d'hydrogène. Et hop, de l'oxygène et de l'hydrogène, ça fait de l'eau. Mais c'est pas tout. On sait aussi, depuis un bail, que les poussières interplanétaires contiennent aussi du carbone organique, puisqu'on en trouve sur les astéroïdes et les comètes, par exemple. Les chercheurs en concluent donc que l'eau et le carbone organique, deux des ingrédients indispensables à l'apparition de la vie telle qu'on la connaît, sont présents absolument partout dans tout l'univers, puisque des étoiles explosent partout dans l'univers. Le troisième élément pour l'apparition de la vie, c'est l'énergie, donc globalement des étoiles ou des planètes massives pour créer des forces de marée sur des lunes plus petites, comme autour de Saturne ou Jupiter, et bien sûr un peu de chance quand même. Mais globalement, il y aurait tout, partout, pour que notre existence ne soit pas une exception, loin de là. Truc de malade. Et puis, puisqu'on parle d'explosion d'étoiles, voici un time-lapse d'images prises par Hubble sur une période de 4 ans, entre 2002 et 2006. En fait, c'est pas vraiment une explosion, et les scientifiques sont un peu perplexes sur la nature de cet événement. Une collision d'étoiles, peut-être, ils savent pas. En tout cas, celle qu'on voit au milieu s'appelle V838 Monocerotis, et tout ceci s'est passé il y a très longtemps, puisqu'elle se trouve à 20 000 années-lumière. Mais c'est tellement, tellement beau. En parlant de trucs cosmiques
trop beau. Bon, il est un peu tard maintenant, puisqu'on est fin juin au moment où je vous parle, mais il y a eu un événement de ouf malade ces derniers mois. Un remake de la série Cosmos de Carl Sagan. Et les personnalités de ce numéro 36, je les ai rencontrées. D'abord Anne Druyan, productrice de la série, l'original et son remake, puisqu'en fait c'est la veuve de Carl Sagan, et elle a aussi produit l'adaptation ciné de Contact, écrit par Carl Sagan, qui est juste mon film préféré. C'était un immense honneur et une grande joie pour moi de rencontrer cette grande dame. J'étais assez émue, je dois dire. Et ensuite, Neil deGrasse Tyson. Ouais, le seul, le vrai, l'unique. C'est lui qui a dit ça, par exemple. Ce qui est bien avec les sciences, c'est que ça reste vrai, que tu y crois ou non. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il est astrophysicien. Il est directeur du Planétarium de New York, si je ne m'abuse. Voilà. Et surtout, mais il a joué son propre rôle dans The Big Bang Theory. Raj, have you seen Howard? I think he's eating lunch. Sheldon, I want you to meet Neil deGrasse Tyson from the Hayden Planetarium in New York. I'm quite familiar with Dr. Tyson. He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status. I liked Pluto. Ergo, I do not like you. But I actually didn't demote Pluto. That was a vote of the International Astronomical Union. If ifs and buts were candy and nuts, we'd all have a Merry Christmas. Think about that, Dr. Tyson. Is that the guy you were telling me about? Oh, yeah. Howard, the person at fault for you not getting a security clearance is me. You? Yes, but before you get upset, I want you to know I went to the FBI and retracted my statement. And they were okay with that? No, if anything, I made it worse. In any case, I have been riddled with guilt, which is causing Gorn-infested REM sleep, so I'm here now to say I'm sorry. Are you kidding me? You've set my career back at least 2 years, and you think you can make it right with I'm sorry? Yes. I followed the social protocol. I attempted to right the wrong, and when I failed to do so, I delivered a heartfelt apology. Now, you say, apology accepted, and I will offer you a one-time only high five. Your apology is not accepted. You're tricking me. It really is, isn't it? Leave me alone, Sheldon. Dr. Cooper, I just wanted you to know I'm sorry for the role I played in the Pluto matter. Oh, shut up. Et pardon, mais il n'y a pas que Obama qui a un selfie avec lui. Non mais oh. Bon, donc je les ai rencontrés à Londres lors d'un voyage de presse et j'ai pu interviewer les deux. Alors l'entretien avec Anne Druyan a duré 30 minutes et on était plusieurs journalistes autour d'une table. Et je lui ai notamment posé la question des femmes scientifiques dans ce remake parce que c'est une question qui me tient à cœur, comme vous le savez sans doute. Et voici sa réponse. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux femmes scientifiques ? Yes. Oui, Yes. oui, dans plus d'un Yes, épisode, more than mais one il y a un episode, épisode but en there's a particulier particular qui s'appelle episode Les called Sœurs du Soleil. Sisters of the Sun. One of them figured out the L'une d'entre the elles spectra analysera le of spectre de 250 000 étoiles, un quart de million d'étoiles qu'elle a cataloguées. Et c'est elle qui a inventé le système de classification qu'on utilise toujours aujourd'hui. Cette autre femme, Henrietta Swan-Leavitt, a découvert comment mesurer le cosmos, avec une méthode toujours utilisée aussi. Et une autre femme, Cecilia Payne, a écrit ce qui est considéré unanimement comme la thèse la plus brillante de toute l'histoire des sciences. Elle a été la première personne à vraiment comprendre que les étoiles sont composées en grande partie d'hydrogène et d'hélium. Ce qui était en totale contradiction avec les théories sur la nature des étoiles à l'époque. Et j'étais assise avec Neil près d'un feu de camp et il a fait 3 femmes. Je me demande pourquoi on n'en a jamais entendu parler. Et donc, il y a plein d'histoires comme celle-ci dans les 13 épisodes. Merci pour ça. Avec plaisir. C'était un réel plaisir. Vraiment. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les femmes scientifiques, il y a une excellente conférence de Yael Nazé, qui en a d'ailleurs écrit un bouquin dont je vous avais déjà parlé, que je vous conseille vraiment de voir, c'est édifiant.
Édifiant dans le sens où il y a tellement de femmes qui ont marqué l'histoire des sciences de manière incroyable et personne n'en a jamais entendu parler, c'est dément. Bref, et je vous mettrai aussi en lien sur le blog un document qui les résume toutes. Et puis, j'ai eu droit à un face-à-face d'un quart d'heure avec Neil deGrasse Tyson. Et comment c'était trop cool. Du coup, si vous avez envie de connaître les coulisses d'une interview, je vous mets les premières secondes. Voilà, c'est mon arrivée dans la pièce. Et la première question à propos de Twitter. Alors, faites pas gaffe à mon anglais épouvantable, hein, s'il vous plaît. Et là, je ne double pas au-dessus, parce que ce serait dommage, mais je traduirai dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog. Et écoutez. Hi. Lovely earrings. Yes, yeah. Yeah, stars. Yeah. Note you need another pair that are the moons, and then you wear one moon and one stars. Oh yeah, that's an idea. Yeah, that's how you got to do I it. have Mars. I have. Okay, yeah, so split them. And then, She is a candidate for Mars. Mars one. Yeah. Are you going to go to Mars 1 Well, maybe. and not come back? But we want you to come back. I want you to come back. You want me to come back? Well, I think about it then. This is recording, yeah. So I carefully listened to you yesterday, and you said Cosmos was made to communicate why science matters. Yes. Yeah, is it the reason why you are so active on Twitter? No, but thank you for asking. I found out that every day I have thoughts that are tweet-sized thoughts. And before Twitter, they would just get lost inside of me, never to be shared again. So Twitter is just a way for me to share my random, what I sometimes call brain droppings. Just my brain spills out and I just put it in a tweet and I move on. So it's a joy to share with the public thoughts I'm having already. Voilà, Neil deGrasse Tyson qui veut absolument que je revienne de Mars. Je vous avoue, ça fait toujours bien dans un dîner mondain. Dommage que je n'aille jamais en soirée. Bref, en tout cas, c'était 2 rencontres vraiment passionnantes et marquantes. Et je remercie de tout cœur Gwendoline Oliviero, qui travaille pour National Geographic, qui m'a permis de vivre tout ça. Et après Londres, elle a également organisé une soirée au Palais de la Découverte pour présenter la série. Et j'y suis allée avec ma copine Anso, qui m'a fait un reportage trop bien. Voilà, maintenant les 13 épisodes de la série ont tous été diffusés et j'espère que ça vous aura donné envie de les voir. En tout cas, moi j'ai trop hâte que ça sorte en DVD parce que comme j'ai pas l'option télé, je n'ai pas National Geographic et j'ai pas pu les regarder. Alors sortie DVD en VOST seulement le 3 décembre selon mes informations, mais pour ceux qui ont l'option télé de tous ces FAI, vous avez accès à cette chaîne. Et excellente nouvelle, les 5 derniers épisodes seront rediffusés cet été du 7 au 11 juillet à 17h et ensuite du 21 au 25 juillet à 17h50. Voilà, vous me raconterez. Du côté des tweets, restons dans l'esprit de Cosmos qui raconte la vie, les sciences, l'univers et le reste. J'aimerais vous présenter mon projet intitulé Pendant ce temps-là, dans l'univers. Le concept est simple, avec mes 30 comptes sur Twitter, je fais parler les astres entre eux. Alors je fais ça depuis 2 ans certes, mais là, le plus régulièrement possible, l'univers lui-même réunit tout le monde pour faire un petit état des lieux. Alors je me base évidemment sur l'actualité scientifique ou spatiale, et je fais une image de chaque épisode que je publie sur mon blog avec les liens des infos cités en dessous. Voilà, c'est beaucoup de boulot, hein, je vous avoue, mais ça m'amuse beaucoup, je m'éclate, j'adore faire ça. Et en fait, je vois ça comme un travail d'auteur et j'espère que ça vous fera marrer autant que ça me fait marrer. Voilà. Et sinon, un tweet plus conventionnel qui nargue Newton. Voilà. Moi, si je tweete que je vais manger une pomme, c'est carrément moins classe, c'est vraiment pas juste, hein, d'abord.
Mais restons sur les internets avec les bidules 2.0. Alors ça, c'est fabuleux. Pour représenter les distances au sein du système solaire, qui sont tellement énormes qu'on peut difficilement les appréhender, un graphiste a réduit la Lune à la taille d'un pixel et a mis tout le reste à l'échelle. Là, le Soleil, par exemple. Et en fait, il faut juste scroller. Alors juste pour vous montrer, on va faire le chemin de la Terre à Mars. Et voilà, on y est. Ce truc est vraiment génial et je pense notamment aux enfants. Hein. Tout de suite, on comprend et c'est super ludique en plus. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Évidemment, je mets le lien dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog, florenceporcel.com. Et ce site-là, mais c'est un truc de malade. Ça s'appelle First Man on the Moon et en appuyant sur Go, on revit en temps réel avec les sons et les images d'archives le premier alunissage. Alors il faut regarder ça dans le noir et avec un casque et on a tellement l'impression d'y être, c'est planant. J'adore ce truc. Voilà, un peu de culture maintenant. 2 choses très importantes. La première étant bien sûr l'apparition du livre En attendant Majorana d'Étienne Klein. Ah ben voilà. Du coup, je vais en profiter pour passer un message personnel si ça ne vous dérange pas. Hein ? Cher, très cher Étienne Klein, il va falloir faire un choix. Hein. Ah si, non mais si. Alors de 2 choses l'une, soit vous arrêtez définitivement d'écrire aussi bien, soit vous sortez un livre au minimum toutes les semaines. Non, parce que ça va bien là, de me donner un texte aussi passionnant, aussi entraînant, aussi personnel et aussi bien écrit, et puis pouf, genre ça s'arrête au bout de 160 pages. Ah mais ça va pas être possible, hein. Non. Donc, allez hop, au boulot. Je veux le prochain sur mon bureau pour le 1er juillet. Voilà. Voilà, excusez-moi pour cet intermède, hein, il fallait que ce soit dit. Alors, je sais ce que vous vous dites, que ça ne sert à rien parce qu'il ne m'écoute pas. Oui, bon, certes, c'est possible. Mais comme la probabilité pour qu'il m'écoute est faible, mais non nulle, il y a quand même une chance, alors je la prends. Voilà, je crois que vous avez saisi le message, hein, ce livre est un excellent livre. Hein, et Ettore Majorana, c'est un physicien de génie du début du XXe siècle, un personnage assez mystérieux, surtout depuis qu'il a disparu en 1938 et qu'on n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Alors qu'il est, il est à peu près certain qu'il soit mort, hein, mais est-ce qu'il est mort en 38 ou plus tard ? Et comment ? Où ? Et surtout, pourquoi ? Étienne Klein a voulu avoir des réponses à ces questions et ce livre n'est pas le récit de la vie de Majorana, mais celui des chemins qu'Étienne Klein a dû parcourir pour trouver ou pas ses réponses. Alors, il dit « il réfléchit, il raconte Majorana, ce qu'il en sait, où il a vécu et ce qu'il a ressenti lui-même quand il est allé dans les endroits où il a vécu. » Et ben voilà, je m'arrête là, mais je pense que je le relirai de temps en temps parce qu'il est très riche ce petit bouquin, il est très très riche. Mais bon, voilà, vous me connaissez, hein, je ne suis pas très objective quand il s'agit d'Étienne Klein. En tout cas, si ça vous tente, c'est aux éditions des Équateurs et Flammarion et il coûte 17 €. Et un peu de cinéma, bien sûr, avec 7 Oscars pour Gravity. Réalisateur, photo, montage, mixage, son et effets spéciaux, quasiment que de la technique, et c'était amplement mérité. Alors j'ai été vraiment déçue que Sandra Bullock ne décroche pas celui de la meilleure actrice, parce que la vache, c'était une performance de malade. Il faut savoir qu'elle avait quasiment ni décor, ni accessoires, ni costume, ni partenaire, et qu'elle a tourné dans 8 mètres cubes au bas mot. Voilà, bon, tant pis en tout cas, mais voici les félicitations super classe des astronautes qui étaient dans l'ISS à ce moment-là. Hi, I'm Mike Hopkins aboard the International Space Station with my crewmates Rick Mastracchio and Koichi Wakata. Up here, 260 miles above the Earth, we know a little bit about gravity, and the lack of gravity. We took some time from our schedule to watch the movie Gravity here on the space station, and was struck by the stunning visuals and stark imagery the movie depicted. Of course, nothing beats the real thing here in space, but we want to congratulate the entire production and directing team and the stars of Gravity for the honors they have earned from the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
in bringing this ultimate in extreme environments to moviegoers around the world. Well done. Et voilà, c'est la fin de ce numéro 36 de la folle histoire de l'univers. Merci de l'avoir regardé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mon blog florenceporcel.com avec tous les liens, les vidéos, les images, et bien sûr sur iTunes où il ne faut surtout pas hésiter à mettre plein d'étoiles et un commentaire. J'adore les commentaires, voilà, je les relis souvent. Ça fait du bien à mon ego, voilà. Et pour plus d'infos au quotidien, vous pouvez me suivre sur Twitter et il y a aussi une page fan pour mon blog sur Facebook. Je tiens à signaler que ma copine Anne-Sophie, qui fait mes reportages là, sort son premier single le 25 juin. Et je conseille d'aller le découvrir, c'est top ce qu'elle fait, mais vraiment. Et je vous laisse en image avec la reconstitution de la toute première fois que des êtres humains ont vu un lever de terre derrière la Lune. À très vite. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. Hey, don't take that, it's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color quick. Oh, will you? man, that's great. Where is it? Quick. Down here? Just grab me a color. A color exterior. Hurry up. Got one? Yeah, I'm looking for one. C368. Anything, quick. Here. Got it. I think we missed it. Hey, I got it right here. Let me get up this way. It's a lot clearer. Bill, I got it framed. It's very clear right here. You got it? Yep. Just take several. Take several of them. Here, give it to me. Wait a minute. Let me just get the right setting here. Now, just calm down, Bubble. Well, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. 250 at F11. Now there's exposure. I did. I picked you up there. You sure you got it now? Yeah, it'll come up again, I think.